Hello, bienvenue à tous sur Gabon 24 pour ce nouveau numéro de Sport en 13. Vous connaissez le principe? Eh bien, il n'a pas changé. En 13 minutes, nous parcourons le monde à la recherche des sensations fortes. Et quoi de mieux que le Highline pour lancer ce numéro? Du haut de son mètre 97, Nathan Paulin est un funambule des cimes. À 26 ans, il détient plusieurs records mondiaux de Highline, une discipline qui consiste, tenez-vous bien, à marcher sur une sangle tendue en hauteur au-dessus du vide. Accrochez-vous, Sport en 13, c'est maintenant. Nathan Paulin est un highliner, sport qu'il pratique depuis 2011. Aujourd'hui âgé de 29 ans, le Français détenteur d'un record mondial de 665 mètres à 300 mètres de hauteur est très connu pour ses nombreux records à l'instar de la traversée de 670 mètres entre la Tour Eiffel et le Trocadéro du Téléthon de 2017 en France. Véritable combat mental, l'homme qui a pourtant toute sa tête revient sur cette pratique qui demande beaucoup d'attention, de concentration et surtout de méditation. C'est ça en fait, moi j'ai commencé donc en 2011. Ce qui me plaisait, ce qui me plaît toujours, c'est que ça demande beaucoup de concentration, c'est un peu comme de la méditation. Moi je suis quelqu'un qui avait un peu des problèmes d'attention. À l'école j'avais du mal à me concentrer sur une seule chose. Et quand j'allais marcher sur une sangle, j'étais obligé d'être concentré fortement sur mon corps, sur un seul objectif, traverser, tenir en équilibre. Et c'est ça qui m'a plu, c'est vraiment cette méditation qui m'a rendu accro à cette discipline, qui m'a fait passer des heures dessus. J'ai réalisé plusieurs records du monde de distance dans le vide. Dans le vide j'en ai fait 4. Donc j'ai fait 400 mètres en 2015, 470 mètres en 2015 aussi. Et après en 2016 on a fait 1 km avec un ami. Et le record d'avant était à 500 mètres, on s'est dit d'un coup on va faire 1 km. On va arrêter de faire des petites distances, on va voir ce que ça donne, on a réussi à le faire. Mon dernier record c'est 1662 mètres, donc 1 km 6 sur une highline. Le record actuel c'est quasiment 2 km, c'est plus moi qui le détiens. C'est vrai que moi je suis issu des Alpes, c'est un décor que j'aime bien. Je pratique régulièrement en montagne, c'est vrai que c'est celui que je connais le plus. Après j'aime bien tous les décors naturels et puis finalement j'ai pris beaucoup de plaisir aussi sur des sites urbains, que ce soit à la Défense, à la Tour Eiffel, ou en Russie par exemple à Moscou, j'ai fait des traversées sur des tours qui étaient à 350 mètres de haut. Même si d'autres records ne sont pas encore programmés, plusieurs défis l'attendent, car dans ce type de discipline, l'obtention des autorités consiste le premier et parfois le principal obstacle à franchir. Ouais, quand on voit la concentration qu'il faut, le travail, les heures accumulées avant de pouvoir faire des longueurs, chapeau bas Nathan, respect parce que c'est vraiment un sport extraordinaire. C'est impressionnant parce que ça demande de la concentration. C'est grandiose. Quant à la suite, Nathan Paulin avoue qu'il aime bien la diversité même s'il n'a pas un endroit qui le fait rêver. Nul doute néanmoins qu'il finisse par aller plus haut et plus haut encore. Eh bien, Sport en 13 a voulu rendre un hommage, comme le reste du monde, à Chadwick Boseman, l'interprète de Black Panther. Mais cet hommage, nous le ferons pour un autre personnage qu'il a joué, figure de la lutte contre le racisme et premier joueur noir de la Ligue majeure de basketball. Nous parlons bien sûr de Jackie Robinson. Le baseball majeur a commémoré la vie de l'homme qui a fracassé la barrière raciale avec les Dodgers de Brooklyn en 1947 pendant que la lutte contre l'injustice raciale se retrouve à l'avant-scène. Mais le chemin était long pour Robinson. Jack Roosevelt Robinson au civil était un adolescent qui excellait au football, au basketball, en athlétisme et au tennis, dans une Amérique encore ancrée dans la ségrégation. Mais étrangement, le baseball est le sport dans lequel Jackie Robinson s'illustrait le moins. Il entre par excellence, mais ne termine pas ses études. Il s'engagera dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est à ce moment qu'il commence véritablement à faire face à la politique ségrégationniste. Il se bute à l'autorité lorsqu'il refuse de s'asseoir à l'arrière d'un autobus militaire. S'il est innocenté en cour martiale, il sera libéré honorablement de l'armée américaine sans jamais avoir eu à se battre en Europe. C'est en 1945 que les Monarchs de Kansas City, une équipe de la Ligue afro-américaine, le recrute. Il sera ensuite repéré par les Dodgers de Brooklyn. Branch Rickey, copropriétaire et directeur général de l'équipe, le choisit pour plusieurs raisons. C'est un bon joueur de baseball, il défend ses valeurs et sait se contrôler.
Le joueur promet alors au propriétaire de ne pas répliquer aux attaques racistes dont il fera l'objet. Jackie Robinson suit le parcours habituel des ligues mineures, une pige dans la filiale des Dodgers qui se trouve à Montréal en 1946. Là-bas, il connaît une bonne saison et reçoit le titre de joueur le plus utile de la ligue. Un an plus tard, le 15 avril 1947, il joue son premier match avec les Dodgers de Brooklyn. Dès lors, c'est le parcours du combattant. Les joueurs des autres équipes et les spectateurs l'insultent et l'agressent. Mais Jackie Robinson respecte son entente avec Branch Rickey. Il ne répond pas aux attaques auxquelles il fait face. Il reçoit même le titre de recrue de l'année en 1947. Durant 10 ans, ce joueur rapide évoluera dans les ligues majeures. Si au même titre que Martin Luther King et Malcolm X, Jackie Robinson lutte pour les droits civiques afro-américains, il se distingue toutefois des deux premiers cités. Ce conservateur n'a demandé qu'une seule chose durant toute sa vie, que ses droits soient respectés. Celui qui a participé à la marche du 28 août 1963 décède le 24 octobre 1972. Merci de me permettre de rendre un hommage à l'occasion du centenaire des Ligues Noires. J'ai toujours été un grand fan. Je suis allé au musée de Kansas City. J'aime Satchel Paige. J'aime Byron Johnson de l'Arkansas qui a joué pour les Monarchs avec Bud O'Neill et Satchel. J'aime les gens qui sont passés au niveau supérieur. Jackie Robinson, dont j'ai eu l'honneur de faire partie du numéro de départ à la retraite avec Rachel en 1997. J'aime Willie Mays, qui est toujours mon ami, et j'aime mon ami Hank Aaron. Mais ce soir, je vais faire un clin d'œil à un autre diplômé, Ernie Banks, car cette casquette est aussi pour Hillary, lorsque les Cubs ont finalement remporté le championnat. Bien avant cela, les Ligues Noires avaient amélioré le baseball et l'Amérique. Jackie Robinson est élu au temple de la renommée du baseball le 23 janvier 1962. Dès sa première année d'éligibilité, son numéro 42 est retiré chez les Dodgers le 4 juin 1972, puis honneur unique de l'ensemble des franchises de baseball de la MLB le 15 avril 1997. Depuis 2004, la Ligue dédie le 15 avril à la mémoire de Robinson avec le Jackie Robinson Day. En 2007, une célébration spéciale marque le 60e anniversaire des débuts de Jackie Robinson en Ligue majeure. À cette occasion, plus de 200 joueurs portent un maillot frappé du numéro 42. À partir de 2009, le port du numéro 42 devient obligatoire le 15 avril en Ligue majeure pour tous les joueurs, arbitres, managers et instructeurs. Vous l'aurez compris, il s'agissait très bien de baseball et non de basketball américain. Et si on faisait un tour du côté de l'Empire Céleste à la découverte d'un art martial spectaculaire, il titube, chancelle, se roule par terre avant de s'étendre les bras en signe de croix, comme un ivre-mort, le tout sans avaler une seule goutte d'alcool. Il s'agit de la boxe de l'ivrogne, un style de combat ancien pratiqué en Chine par un millier de personnes. Regardons. Vous avez sans nul doute regardé la série Le Maître Chinois, un vieux film de kung-fu dans lequel Jackie Chan jouait un maître ivre, le titre du film en anglais, Drunken Master. Mais depuis la fin de la série en 1994, la discipline, c'est du moins, reconnaît Liu Xiong, un jeune athlète professionnel d'arts martiaux qui tente d'attirer à nouveau les foules en exerçant son art dans un parc de la capitale économique chinoise. Liu et ses compagnons de l'équipe nationale d'arts martiaux, loin de se battre, se produisent d'ailleurs régulièrement sur scène pour que leur art reste en vie aux yeux du grand public. Ils rassurent en pensant que le gouvernement chinois soutient la boxe de l'ivrogne en Chine comme à l'étranger. Ces 3 à 5 dernières années, plus de gens ont commencé la pratique de la boxe de l'ivrogne. Je pense que d'un côté, le pays et la société la promeuvent. D'un autre côté, notre nouvelle génération d'adeptes d'arts martiaux simplifie avec la boxe de l'ivrogne traditionnelle et la rend plus facilement apprise par les gens. C'est ce qu'on vise et je pense qu'on a obtenu quelques résultats. Le boxeur ivre a l'air d'un poivreau, mais en fait, il est très sobre. Ce à quoi nous prêtons une attention particulière, c'est d'avoir l'apparence d'un ivrogne, mais la conscience, elle, n'est pas ivre. Que les pas semblent ivres, mais que l'esprit ne le soit pas. Vous avez l'impression que le boxeur ivre a l'air sourd. Il prête à rire, trébuchant et titubant, car il arrive à peine à tenir debout. Mais son sens de l'attaque est intact et ses mouvements sont parfaitement étudiés. L'un de ses partenaires, Peng Aofen, explique que la boxe de l'ivrogne est une discipline plus exigeante que d'autres formes d'arts martiaux car elle exige d'avoir un bon tapis de sol, enfin de réceptionner les sauts et les roulades. Une discipline pas facile du tout et peu d'athlètes ont à la fois la souplesse et la force explosive exigée par ce sport, explique le jeune maître. Chez Monsieur Tout-le-Monde ou les non-professionnels, je n'ai pratiquement jamais vu personne s'adonner à la boxe de l'ivrogne.
c'est peut-être trop traditionnel. J'ai vu des athlètes professionnels pratiquer la boxe de l'ivrogne parce que ça nécessite un environnement particulier. Les mouvements de la boxe de l'ivrogne impliquent des chutes, des culbutes et des roulades. Et il faut un tapis pour se protéger. Et il n'est pas facile de pratiquer ces mouvements pour les gens ordinaires. La boxe de l'ivrogne fait partie des arts martiaux traditionnels. Dans les arts martiaux traditionnels, la boxe de l'ivrogne est utilisée pour se battre avec les gens. Mais en réalité, je n'ai vu personne l'utiliser pour se battre. La plupart des gens la comprennent mieux avec des films. En fait, j'y vois surtout une forme d'art, l'esthétique. Il serait, selon lui, un millier en Chine à pratiquer cette forme ancienne de combat qui s'apparente plus au kung-fu, voire à un ballet, qu'à la boxe proprement dite. Littéralement, le Siuquan s'est traduit par point ivre ou boxe de l'homme ivre. L'objectif, tromper l'adversaire en lui faisant croire que l'on est en proie à l'ivresse avant de le terrasser d'un geste clair et précis. Et nous restons lucides pour continuer cette émission. Le sport, c'est la beauté, l'art, le spectacle. Mais pour ceux qui se trouvent dans cette rubrique, ces mots ne leur disent véritablement rien. Accrochez-vous, c'est notre rubrique Vue sur le net. Voilà, ce sont des choses qui arrivent tout au long de la vie au quotidien. Alors que les compétitions sportives ont repris à travers le monde, Sport en 13 tient à vous rappeler quelques gestes simples en ces temps de Covid-19, des gestes qui peuvent sauver une vie. Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique, éternuer et tousser dans le creux du coude, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. Et surtout, n'oubliez pas, le port de masque est obligatoire au Gabon dans les lieux publics. Voilà, Sport en 13, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. On se dit bye bye, à la semaine prochaine.